Bien, bonjour à tous. Nous attaquons le premier chapitre concernant le calcul algébrique. Donc, dans ce chapitre, nous allons revoir les éléments de base, à savoir les opérations élémentaires, ce que c'est que la puissance d'un nombre, les ordres de grandeur et valeurs approchées. On va utiliser tous ces éléments dans des exercices appliqués dans les sciences physiques. Et les seules choses à savoir finalement, ce ne sont pas des compétences en sciences physiques, mais simplement les unités du système international, d'accord, qu'on peut, qui sont en fait au nombre de 7, enfin les principales sont au nombre de 7, d'accord, et on retrouve donc le mètre, d'accord, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous aurez des longueurs, bah, vous les exprimez en mètres. Dès que vous aurez des masses, ça sera en kilogrammes. Dès que vous aurez du temps, vous chercherez à les mettre en secondes. Convertir en ampères, les températures en Kelvin, le candela en passera et la mole en chimie. D'accord. Voilà, ce seront donc 6 unités, d'accord, que nous utiliserons principalement. Voilà, et on s'attachera donc à chaque fois les centimètres à convertir en mètres, etc., etc. Donc, on peut revenir là-dessus. Donc, ces opérations élémentaires, c'est par cela qu'on va commencer. Donc, avec une remarque toute simple, mais avec de grandes conséquences, c'est que lorsqu'on fait des additions et des soustractions, celles-ci sont nécessairement dans la même unité. D'accord. On n'additionne pas des grammes avec des mètres, parce que par exemple on ne sait pas ce qu'on obtient enfin, à la fin. Et on n'additionne pas non plus des kilomètres et des mètres. D'accord. Ça oblige et des conversions et qu'on soit dans les mêmes unités. Bien. À présent, dans l'addition-soustraction, il y a un symbole que vous allez retrouver régulièrement. C'est le symbole de la somme, sigma, avec ici, on met ici les petits indices i qui peuvent aller par exemple de 0 à 4 par exemple, et ici une expression contenant justement du i. Par exemple 2i plus 1. Alors le 2i plus 1, vous allez voir, ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera régulièrement. Pourquoi? Ben, vous allez voir. Donc on commence à i égale 0, et i va prendre toutes les valeurs des 0 à 4, les valeurs entières, hein, je parle. Donc, premier terme de la somme, là c'est 2, où on prend i égale 2 fois 0 plus 1. Ça, c'est le premier terme. Une fois qu'on a écrit tout ça pour i égale 0, on poursuit plus, puisqu'on a mis le symbole de la somme, et on passe au i suivant. Donc, quand on a fait 0, on fait 1. 2 fois 1 plus 1. Ensuite, on poursuit avec i égale 2, et ainsi de suite, jusqu'à la valeur de 4. Plus 1 plus 2 fois 4 plus 1. Et ici, vous apercevez que 2i plus 1, en fait, ça nous permet d'écrire les nombres impairs. Donc c'est la somme des premiers nombres impairs. 1, plus 3, plus 5, plus 7, plus 9. Et voilà. Et on trouve alors 10, 15, 16, 25. Voilà. D'accord. Alors, ce qui peut apparaître ici, ça peut être donc une expression contenant du i qu'on peut remplacer au fur et à mesure. D'accord. Mais ça peut aussi très bien être euh, des objets qu'on a numérotés et que du coup, on cherche à additionner. Par exemple, voilà, on a je vous propose une masse, une barre sur laquelle on a enfilé des maslots qu'on a numérotées M1, M2, M3, M4, M5 et qui sont positionnés à une distance comptée à partir de A, d'accord, ou à distance 4 cm, 4,5, etc. On va chercher, en supposant la barre AB de masse négligeable, où se situe le point d'équilibre. On a une formule qui nous donne la distance du point d'équilibre par rapport à A et qui correspond à cette formule-ci. Donc ici, MI et DI représentent en fait, avec pour les I variant de 1 à 5, les indices qui ont servi à numéroter simplement les masses. Il n'y a pas de calcul à faire, c'est juste une numérotation des objets qu'on considère. Et donc tout simplement, on se souvient qu'entre deux lettres, il y a un symbole de multiplication qui peut être omis. Mais dès que l'on remplace les lettres par leur valeur numérique, il faut absolument le faire apparaître. Donc du coup, on additionne tout simplement. Une fois donc cette somme écrite, eh bien on n'a plus qu'à calculer et on trouve 5,4.
Alors, je vais proposer une petite extension, à savoir si par exemple sur cette masse, la masse de la barre, elle n'était plus négligeable, mais qu'on l'a considérée comme pesant 10 grammes et que cette masse était uniformément répartie sur les 12 centimètres de longueur. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire donc en fait, on a notre barre AB avec les différentes masses lotes qui ont été placées là, comme on a vu tout à l'heure. Et bien en fait, si on suppose qu'elle a une masse, comme elle est uniformément répartie, elle a un petit point d'équilibre, cette barre elle-même, qui est située à 6. Il y a déjà la masse, c'est quoi? C'est la masse M4 qui est déjà sur 6. Donc là, il y a la masse M4. Et là, en fait, c'est comme s'il y avait aussi les 10 grammes de la barre qui se mettaient ici. Et finalement, on pouvait très bien étendre cette formule en utilisant à nouveau la masse des 10 grammes, donc la masse de la barre, située à la distance du milieu, je mets M, d'accord? Et on n'avait plus qu'à rajouter, par exemple, la masse de la barre ici. Et ça nous permettait de trouver une valeur de 5,6 cm à peu près. D'accord? Voilà, ça c'était pour faire parler un peu le sens physique, pour bien montrer qu'on était sur des mathématiques appliquées. Alors, une fois que l'on a réalisé ceci, on attaque maintenant la multiplication. Donc la multiplication, on va bien comprendre déjà que c'est un raccourci d'écriture. D'accord? C'est en fait une addition qu'on a contractée. Il s'ensuit qu'il faut d'abord effectuer en priorité les multiplications avant les additions soustractions. Par exemple, si je vous pose 4 plus 5 fois 9, je ferai d'abord en priorité le 5 fois 9 et ensuite j'ajouterai 4. Pourquoi? Mettons que on a 4 plus et le 9 on le retrouve 5 fois. 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9. Bon, si j'additionne tout, c'est que ils sont tous dans la même unité. Je sais pas, mettons que ce sont là des euros. 4 euros plus 9 euros plus 9 euros, etc. Si j'additionne le 4 et le 5, c'est-à-dire en grillant la priorité du fois, je me retrouve à additionner des euros avec un nombre de fois où ça apparaît. C'est pas du tout la même unité, et on sait que c'est interdit, puisqu'on a dit tout à l'heure, on additionne que les choses qui sont dans la même unité. Conclusion, certes on a appris que la multiplication était prioritaire, mais là on a un double sens, on n'a pas les mêmes unités, c'est pas possible de les additionner. Donc voilà, donc ça, la seule chose à retenir sur la multiplication pour l'instant, c'est cet ordre de priorité. Mais de la même façon que on avait un symbole pour la somme, il existe aussi un symbole pour une multiplication. Ce symbole, c'est une grande lettre pi, d'accord? Là, à nouveau, on peut très bien retrouver des nombres, pas 1 on peut très bien trouver aussi des produits infinis, hein, d'accord, qu'on noterait comme ça, d'une certaine quantité. Eh bien, d'une certaine quantité, je peux moi 1 sur 2i, par exemple, je dis au hasard, d'accord? Bien. Eh bien, ici, on peut l'utiliser dans une fonction logarithme décimale, qu'on reverra dans un chapitre prochain. Et cette fonction logarithme a une propriété, c'est que le logarithme d'un produit de quantité est égal à la somme du logarithme des quantités. D'accord? On va par exemple appliquer ici. Si lui, on note le petit 4 x1, lui x2, lui x3 et lui x4, d'accord? Et qu'on prend n ici comme étant égal à 4, eh bien, on a ici ça. On peut très bien l'écrire avec cette formule. Somme de i égale 1 à i égale 4 des logs de xi. Et à ce moment-là, j'utilise cette formule-là qui me dit, eh bien c'est le logarithme du produit de i égale 1 à i égale 4 dxi. Voilà. Et du coup, eh bien je l'écris logarithme du produit des nombres de x1 fois x2 fois x1, x2, x3, x4, ce qui se traduit par eh bien, le logarithme de 576. D'accord? Voilà. Donc l'utilisation de formules avec des symboles de produit et de somme peut être utilisée justement pour bien comprendre le fonctionnement de la fonction logarithme. Voilà. Donc à présent, abordons le calcul fractionnaire. Donc, on va partir déjà sur la notion de fractions égales. Donc déjà, quand on parle de fraction, on voit déjà ce que sont les numérateurs et dénominateurs. Par exemple, j'écris 10 huitièmes. 10, c'est le numérateur.
et 8, le dénominateur. Dénominateur. Bien. En fait, ça, c'est le résultat d'une division. 10 divisé par 8. Il existe beaucoup de divisions qui donnent le même résultat. Par exemple, 20 divisé par 16, ça marche. 40 sur 32 aussi. Même 5 sur 4, ça marche aussi. D'accord? Il y a une relation entre toutes ces fractions. Cette relation, elle se fait par le fait que on passe d'une fraction à l'autre si on arrive à trouver un nombre qui multiplie à la fois le numérateur et le dénominateur. À savoir ici, par exemple, j'ai trouvé x2. Voilà, ça marche. Ici, ça marche aussi avec les divisions. Division par 2. D'accord? On peut aussi. Si en haut et en bas, je fais la même division, la même multiplication, à ce moment-là, je peux trouver des fractions égales. Bien. Du coup, on arrive alors à réussir à simplifier des fractions. Par exemple, si vous avez 72 sur 48, et bien en fait, en simplifiant en haut et en bas par 24, ce que fait en fait la calculatrice des couleurs entre ces fractions, vous écrirez vous un 3 demi. D'accord? Alors, ceci s'applique du coup aussi pour simplifier des fractions un petit peu plus compliquées, ou alors lorsque des calculs s'y prêtent. Par exemple, on peut très bien avoir quelque chose comme ça. Un jour, on fait un calcul et on se retrouve avec quelque chose comme ça. À ce moment-là, inutile de calculer 3 fois 2 et 2 fois 5 pour me dire que ça fait 6 sur 10, et ensuite de simplifier en haut et en bas par 2, d'accord? Et me dire ça fait 3 cinquièmes. En fait, ça, comme il y avait un fois 2 en haut et un fois 2 en bas, on pouvait tout de suite, entre guillemets, les simplifier et écrire directement 3 cinquièmes sans réaliser aucun autre calcul. Le grand danger là-dessus, c'est que bien souvent, on oublie qu'il faut absolument que ce soit multiplié. Et bien souvent, on peut trouver des gens qui me simplifient comme ça. Tiens, un 4 là-haut, un 4 là-bas. Ce n'est pas possible. Je dois avoir un produit. D'accord? Dès que j'ai une somme, ça ne marche plus. On est bloqué. D'accord? Pareil, 3 fois 1 plus 5 divisé par 2 fois 5. Inutile. Oh, il y a un produit, tiens, le 5 là et 5 là. Non, ça ne marche pas, évidemment. D'accord? Il faut que là-haut, il y ait une multiplication par 5 de tout. À ce moment-là, on aurait pu simplifier là et là. D'accord? Donc, les simplifications sont à utiliser avec modération ou surtout avec à bon escient. Mais les simplifications de fractions, ça nous sert aussi beaucoup à partir des formules et des unités, des quantités utilisées. Je vous propose par exemple, on a une onde, d'accord, qui se propage à la vitesse c et qui a une période temporelle t. Et souvent à cette onde-là, on associe une grandeur notée lambda qui correspond au produit ct. Je pose la question, quelle unité de lambda? Eh bien, lambda c'est ct. C, ce sont des mètres par seconde. Là, il manque le petit mètre. Mètres par seconde. Et t, c'est du temps. Donc ct, c'est c fois t, donc mètres seconde fois seconde. Donc ça fait mètres seconde sur seconde. Je simplifie les secondes et il me reste des mètres. Conclusion, lambda s'exprime en mètres. C'est une longueur. En fait, c'est une longueur bien connue, c'est la longueur d'onde. D'accord? On peut aussi utiliser ces simplifications ou ces astuces de calcul sur des formules pour en vérifier l'homogénéité. L'homogénéité, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, lorsque j'ai une formule, je dois vérifier que l'unité de la grandeur du premier membre s'exprime dans la même unité que, et la même unité, si vous voulez, que la grandeur du deuxième membre. Donc, je propose la vitesse v d'un corps en chute libre, en chute, soumis à la seule action de son poids dans un champ de pesanteur uniforme dans un CG, la chaîne de hauteur h sans vitesse initiale est donnée par la relation. Bon, imaginons en fait une bonne bille de plomb qui tombe, on néglige les frottements de l'air, elle tombe, voilà. Et en fait, quand on est à la hauteur h, d'accord, on veut savoir quelle est sa vitesse, par exemple, quand elle arrive au sol, au point d'impact. Eh bien, la formule, c'est racine de 2gh.
Donc on se pose la question, ici j'ai une vitesse, c'est donc des mètres par seconde. Est-ce que quand je calcule racine carrée de 2GH, j'ai aussi comme unité des mètres par seconde? Eh bien, le 2 est sans dimension. En fait, il vient du 1,5 de mv carré de l'énergie cinétique, mais bon, passons. Le g, c'est l'accélération de la pesanteur. Elle s'exprime en mètres par seconde au carré, c'est une accélération. Et h, c'est une hauteur, donc s'exprime en mètres. Je suis en train de réaliser le produit entre les deux, donc j'obtiens finalement des mètres carrés sur des secondes carrées. Il y a une racine carrée sur tout ça, donc qui dit racine carrée dit finalement des mètres par seconde. C'est donc bien homogène à une vitesse. Quand je calcule ceci, ma grandeur s'exprime en mètres par seconde. Donc il y a une de bonnes chances que la formule soit bonne. Mais si j'avais eu un 2 sur 3, par exemple, ça aurait été aussi en mètres par seconde. Alors, ce n'est pas parce que la formule est homogène qu'elle est forcément vraie. D'accord? À bien retenir. À présent, nous allons voir la somme de fractions. Alors, c'est très simple, la somme de fractions. Pour pouvoir sommer deux fractions, il faut tout simplement qu'elles aient le même dénominateur. Et quand ce n'est pas le cas, ben, il faut les transformer. Alors parfois, il suffit d'en transformer une, et puis parfois, il faut transformer les deux. On n'en transforme qu'une quand un dénominateur, en multipliant par un nombre astucieux, on arrive sur l'autre. D'accord? Ici, on voit que 5 et 20 ont une relation, il suffit de multiplier la première fraction par 4, et j'obtiendrai ici 8 sur 20 pour la première, et l'autre, j'ai pas besoin d'y toucher, 3 sur 20. Et quand j'additionne ces fractions, je me retrouve avec 11 sur 20. Quand je vous prends une tarte que j'ai partagée en 20, 8 parts sur 20 plus 3 parts sur 20, ça fait 11 parts qui sont parties sur les 20. D'accord? Allez pas m'additionner les dénominateurs. Donc 11 parts sur 20. Voilà. Exemple 2. Cette fois-ci, je ne parviens pas à trouver une multiplication astucieuse pour passer de 3 à 7. D'accord? On préfère rester avec les entiers. Conclusion. On va multiplier la première par 7. Voilà. Et la suivante par 3. C'est-à-dire que je prends le numérateur de l'autre. Comme ça, 3 fois 7 et 7 fois 3, je montre avec les mêmes dénominateurs égaux à 21. Et ensuite, au numérateur, j'ai 28 moins 15, j'ai plus qu'à calculer 13 sur 21. Et c'est réglé. D'accord. Il n'y a pas de grande difficulté là-dessus. À présent, le produit de fraction. Donc, c'est là qu'il peut y avoir des simplifications avant calcul. Ici, je vous en propose 100. Donc, quand on multiplie deux fractions, il suffit de multiplier les numérateurs, 4 fois 3, 12, et multiplier les dénominateurs. Voilà. Quand j'ai un entier par une fraction, on se souvient qu'un entier, c'est comme moins 3 sur 1. D'accord? 3 divisé par 1, ça fait bien 3. Donc, moins 3 divisé par 1, ok. Conclusion, ici je fais moins 3 fois 2, ce qui me donne moins 6 sur 1 fois 11, 11. D'accord? Voilà. Je vous parlais donc des simplifications par exemple de tout à l'heure. Je peux très bien retrouver quelque chose comme ça. D'accord? Ici, je ne vais pas me faire un 4 fois 3 et un 3 fois 7. Pourquoi? Parce que si j'applique la formule qui dit je multiplie le numérateur et le dénominateur, ici je montrerai que le cas où je peux simplifier. Je montrerai 4 septièmes. D'accord? Donc je n'hésite pas, effectivement, quand j'ai un produit, à simplifier quand je le peux. Voilà. À présent, on attaque la dernière opération entre les fractions, la division de fractions. Alors, la division de fractions. En fait, le plus grand souci qu'on peut rencontrer, c'est quand on a des fractions de fractions. Par exemple, 2 tiers sur 3. Par exemple, les exemples que j'ai donnés, 2 tiers sur 4 et 2 sur 3 quarts. Voilà. Eh bien, c'est l'écriture qui va nous permettre de réaliser correctement le calcul. On va dire la division principale, c'est celle qui est à hauteur d'écriture. C'est celle qui est en face d'un signe égal, quand j'écris ça comme ça, d'accord? Ok. Et généralement, on s'arrange pour faire un trait de fraction plus grand. Dans ces cas-là, ce grand trait de fraction, on le remplace par le symbole de la division. D'accord? Et ceci correspond donc à 2 tiers divisé par 4. Alors que ceci correspond à 2 divisé par 3 quarts. D'accord? Ensuite, on retient. Donc on se retrouve dans ce cas-là. Hein, on retient alors qu'on a la formule
enfin la formule, la règle suivante, divisé par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc ici, le 2 tiers divisé par 4 qu'on a dit tout à l'heure, je vais multiplier par l'inverse de 4, qui est un quart. D'accord? Et donc ici, je fais 2 tiers fois un quart. Tiens, ici, on a une simplification. 2 et 4. Je simplifie par 2. Il reste ici 2, puisque 4 c'est 2 fois 2. Et le résultat, c'est 1 sixième, qu'on retrouve ici. On a celui-ci. Ici, c'est quoi? Je multiplie par l'inverse de 3 quarts, qui est 4 tiers. Pas de simplification absolue, ça fait 8 tiers. Et je m'aperçois bien que 1 sixième et 8 tiers sont bien des fractions complètement différentes. Donc pour s'en sortir, encore une fois, il suffit de linéariser un petit peu l'écriture et de remplacer le trait principal qui est à hauteur d'écriture par le symbole de la division pour le transformer en multiplication par l'inverse. Voilà. Donc la partie sur les opérations élémentaires s'achève. On peut dès à présent réaliser l'exercice en fin de chapitre qui aborde ces questions-là.